on donne un uricosurique, on dit aux gens buvez beaucoup. Hein. Et ça dépend aussi du pH. Et quand vous avez quelqu'un qui a fait des lithiases uriques ou à qui vous donnez un uricosurique, apprenez-lui à se servir de la bandelette urinaire et à alcaliniser ses urines si par malheur son pH est inférieur à 6, ce qui est assez fréquent dans la lithiase urique. Hein. Vous savez, la lithiase urique, même sans la goutte, c'est des mangeurs de viande, ce qui ne joue pas tellement pour l'acide urique, mais ce qui joue beaucoup pour le pH urinaire, à urine acide. Voilà. Alors donc, vous ne verrez pas dans les urines de cristaux d'urate, mais vous avez très souvent des rapports de CBU qui vous disent quelques cristaux d'acide urique, hein, bien sûr. Vous avez tous vu ça. C'est normal. Est-ce que tu vois des cristaux d'hydroxyapatite dans le liquide articulaire? Alors, les cristaux d'apatite sont vraiment ultra microscopiques. On ne les voit pas, même avec la lumière polarisée, dont vous avez vu qu'elle augmentait un peu la sensibilité de la dépistage des cristaux uratiques. Donc, si vous voulez les voir, vous utilisez la microscopie électronique, ce qui en pratique est épouvantable parce que vous avez le résultat un mois après, quoi. Alors le malade, il a eu le temps de mourir d'arthrite septique dans l'internat. Bon. On peut faire, et Korn fait ça encore, une coloration du liquide par le rouge alizarine. Le rouge alizarine, c'est un colorant du calcium qui va vous colorer les amas d'apatite. Amas d'apatite qu'on peut voir, bien sûr, à l'examen ordinaire, mais qu'on a beaucoup de mal à... c'est pas du tout spécifique, c'est un espèce de truc dégoûtant, enfin pas dégoûtant d'ailleurs, mais un peu arrondi, un peu irrégulier. On ne sait pas ce que c'est que ce truc. Donc là, on va voir ces amas colorés en rouge. Et à ce moment-là, c'est Hernando Pol, qui est un Vénézuélien qui travaillait chez Schumacher dans les années 78, qui a mis ça au point avec Ralph Schumacher. Et c'est assez pratique, mais ce n'est pas spécifique. C'est-à-dire que tous les corps calciques vont être colorés, y compris les cristaux d'oxalate, les cristaux de pyrophosphate. C'est un colorant du calcium. Hein. Les petits débris, les petites esquilles osseuses des synoviales poubelles, des arthroses, etc., vont être colorés aussi. Hein. Donc, Hernando avait développé ça comme une technique de dépistage pour screener les liquides pour l'électronique. Moi, j'ai fait des siestes inénarrables au microscope électronique parce que vraiment, on s'endort tout de suite. Hein. On est dans le noir, c'est embêtant comme tout. J'ai passé des après-midi entières quand j'étais chez Schumacher, ensuite comme chef de clinique, en microscopie électronique. On ne peut pas faire ça pour tous les liquides. Donc l'avantage du rouge alizarine, c'est comme ça que ça avait été fait, c'est que ça vous sélectionne le liquide sur 100 où vous pensez qu'il peut y avoir de l'apatite et celui-là, vous le regardez bien. Bon, maintenant, plus personne fait de l'électronique. Et surtout, la pathologie intra-articulaire à apatite, elle est tout à fait passionnante, mais on n'y arrive pas, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a la moindre suspicion d'érosion de l'os sous-chondral, vous avez des cristaux d'apatite qui viennent de l'os sous-chondral et c'est complètement asymptomatique. Donc il vaut mieux utiliser des outils comme l'écho, la radio pour voir les dépôts microcristallins. Et personnellement, moi, je ne me sers plus du rouge alizarine. Mais Korn en fait encore un peu, voilà. Parce que quand même, quand il y a des... On avait fait ça encore une fois avec Barbara Albuquy, on avait regardé 100 liquides. Et c'est vrai que quand le liquide est fortement positif en rouge alizarine et qu'il n'y a pas de pyrophosphate du tout, à ce moment-là, il y a une forte présomption, mais pas de certitude, une forte présomption d'avoir de l'apatite. Mais la question du clinicien à ce moment-là, c'est d'où vient cette apatite. Et généralement, par exemple, chez les dialysés, j'avais regardé, vous savez que c'est une de mes autres passions, et en fait, je suis allé à la dialyse pour les cristaux. Et quand on regarde la meilleure corrélation des cristaux d'apatite dépistés alors par alizarine puis microscopie électronique chez les dialysés, c'est la destruction articulaire. Hein.
Donc c'est complètement aspécifique de trouver de l'apatite dans un liquide articulaire à partir du moment où on n'est pas sûr que l'articulation est complètement intacte. Et comment être sûr? Alors je pense qu'à ce moment-là, il vaut mieux le mettre dans un tube et l'empêcher de coaguler. Sans ça, vous allez avoir du mal après, pour peu que le liquide coagule facilement, ce qui n'est pas tous les liquides. Pour la cellularité, donc ça, il n'y a pas de réponse possible, il faut l'examiner dans la journée. Pour les cristaux, bon, si vous le regardez le lendemain, nous on le met au frigidaire, on le regarde facilement le lendemain, éventuellement 2 jours après, il n'y a pas trop de problème. Et si vous êtes vraiment éloigné, vous le congelez et vous l'apportez. Même à 14 jours, tous les cristaux sont là encore. Voilà. Alors, oui, voilà, je voulais vous dire une chose. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre le liquide sur une lame, mettre le micro, la lamelle dessus, et puis le laisser comme ça, même si vous le scellez comment ça s'appelle le truc qu'on met sur les ongles, là, les femmes? Au vernis. Alors, ça, c'est une tentation. Les femmes qui ont toujours un peu de vernis à ongles dans leur sac, n'est-ce pas? J'ai une vision très biaisée. Mettre un petit peu de vernis en se disant, comme ça ne va pas se déshydrater. Bon, d'abord, le vernis, il n'y a rien de plus biréfringent, c'est une horreur absolue. Et puis, ça n'empêche pas de se déshydrater. Et ce qui se passe quand vous laissez un tube trop sur la paillasse, a fortiori sur un liquide sur une lamelle, c'est que la déshydratation fait que vous avez beaucoup d'artefacts. Alors vous allez voir, c'est très joli d'ailleurs, je vous conseille de le faire rien que pour regarder, vous allez voir une vraie forêt qui sont probablement des cristaux de chlorure de sodium qui se forment par l'augmentation de la concentration ionique, et puis vous voyez des cristaux d'acide urique là pour le coup, parce que ça se déshydrate. La concentration en acide urique augmente, le pH baisse parce qu'il y a la lisse cellulaire, etc. Et vous voyez des artefacts. Donc ne regardez jamais un liquide qui est resté dans des conditions qui font qu'il se déshydrate. Alors, oui. Alors la goutte des diurétiques, d'abord, je fais une toute petite diversion. La goutte des diurétiques, dans 50% des cas, c'est la goutte normale, la goutte habituelle. Dans 50%, c'est une goutte d'emblée toffacée quand vous la découvrez. Donc, examinez-les bien pour vérifier qu'il n'y a pas un tophus quelque part. Et c'est souvent des tophus des doigts. Moi, la première que j'ai vue, c'est M. Rigvart qui m'a appelé, qui m'a dit « Regardez ça, Bardin ». C'était une dame qui avait un tophus translucide. Elle n'a jamais fait de goutte, qu'est-ce que c'est, etc. On a mis une aiguille, on a vu que c'était plein d'urate. Et ça a été très bien décrit par le groupe de Paul Dieppe. Et vous savez qu'il y a toute une littérature sur le fait que les dépôts d'urate sont favorisés par l'altération du cartilage, par exemple dans les arthroses digitales. Et ces gouttes des diurétiques, c'est un diagnostic différentiel de l'arthrose digitale. En fait, c'est souvent associé à l'arthrose digitale, et les gens pensent que, les médecins pensent que c'est des nodosités d'Eberden ou de Bouchard, et en fait c'est des tophus. Donc vous avez 50% des gouttes tophacées qui se présentent avec des tophus des doigts, alors même qu'elles n'ont jamais eu d'inflammation arthritique. Alors, sans ça, vous faites comme pour toute suspicion de goutte, c'est-à-dire qu'actuellement, on commence par une échographie. Alors nous, on fait les avant-pieds, surtout le MTP et le genou. On a Sébastien Ottaviani qui est maintenant à Bichat, mais qui a travaillé longtemps chez nous, et on a fait avec lui tout ce travail exploratoire, donc ça prend 10 minutes. On sait que de faire les mains, peut-être dans les gouttes des diurétiques, il faut faire les mains d'ailleurs, parce qu'il y a une... Mais voilà, donc vous faites ça. Et puis sans ça, vous cherchez le cristal dans l'articulation qui a été enflammée, même il y a 1 an. Vous allez trouver le cristal. Si vous voulez, le problème est toujours le même dans les arthrites microcristallines.
c'est que pour qu'une technique d'imagerie vous mette en évidence le dépôt, il faut que le dépôt soit déjà suffisamment important. Hein. Donc on sait, même dans la chondrocalcinose, qui est pourtant très dépistable par les radios, que l'échographie est plus sensible que la radio. Hein. Mais ce qu'il y a de plus sensible, c'est l'examen du liquide articulaire. Hein. Quand on regarde une goutte certaine par l'examen du liquide articulaire récente, on ne voit des dépôts échographiques que dans un cas sur deux, alors qu'on les trouve dans le liquide. Donc vous avez ça en tête, vous vous dites, bon, je vais recommencer les techniques d'imagerie parce que c'est moins traumatique pour le patient, mais je sais que si ce n'est pas positif, il va falloir que j'aille jusqu'à l'étude du liquide articulaire. Bon, ça j'ai tout un topo sur l'arthropathie dédialysée que je vous ferai bien volontiers si vous voulez. Mais en ce qui concerne la goutte, la goutte persiste quelques mois ou années selon l'importance des dépôts en dialyse. Mais je dis toujours de manière cynique, mais ce n'est pas cynique, c'est pédagogique, que la dialyse, c'est la meilleure façon de guérir la goutte. Hein, pas la plus agréable pour le patient, mais ça marche à tous les coups. Parce que l'acide urique est très facilement diffusable. Hein. Donc, vous commencez à la dialyse avec des uricémies à même 150 mg. À la fin de la dialyse, l'uricémie, elle est à 0. Le problème, c'est qu'après, elle va remonter. Hein, parce que tout part dans les bains de dialyse. Et comme les cristaux d'urate mettent très longtemps à se former, comme je vous l'ai dit, mais diminuent, se dissolvent assez rapidement, même si, parce que vos dialysés, c'est des uricémies pré-dialyse qui sont élevées. Si vous la faites à la fin de la dialyse, l'uricémie est au contraire très basse. Mais dans les 3 jours, ça suffit pour remonter. Hein. Mais le fait d'avoir comme ça, de temps en temps, une uricémie extrêmement basse, ça dissout les dépôts et en quelques mois, les gens sont nettoyés. Il n'y a plus de gouttes. Hein. Donc, tout dépend. Si c'est en début de dialyse, ça peut encore être la goutte, mais si c'est après 1 ou 2 ans de dialyse, c'est autre chose. Et quand même, le grand cristal qui se dépose chez les dialysés, c'est le phosphate de calcium, c'est l'apatite. Hein. Il doit être évacué. Alors, moi, je ne connais qu'une situation, j'ai besoin de ponctionner pour avoir le diagnostic. Hein, parce que les cristaux d'urate, bien sûr, s'il y a un tophus, vous l'avez encore plus facilement dans le tophus. Hein. Je n'aime pas évacuer les tophus, bon, sauf quand peut-être vraiment on sent qu'ils vont se fistuliser, qu'ils sont très liquidiens, peut-être, mais à ce moment-là, de grâce, n'évacuez pas en position d'éclive. Hein, vous passez toujours par le haut, sans ça vous allez laisser une fistule. Hein, parce que ça se fistulise très facilement. Et je fais... Alors, j'en profite pour faire de la pub, tu me permets, hein. Le 2e samedi d'octobre, d'habitude c'est le 1er samedi, on fait une journée de la main, qui est une de mes autres passions. Hein. Cette année c'est le 2e. Et je me suis collé comme sujet, faut-il opérer les tophus? Donc je vous répondrai en octobre. Mais en pratique, c'est une chirurgie délicate, hein, qui pose des problèmes ensuite de couverture cutanée. Et l'avantage par rapport au traitement hypouricémiant, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Mais un traitement hypouricémiant, plus vous baissez l'uricémie, plus vous allez faire disparaître rapidement les tophus. Donc moi, j'incite beaucoup mes patients à la patience. Je leur baisse l'uricémie vraiment très bas pour que ça se dissolve très vite. Et j'essaye de ne pas toucher à ces trucs-là, même si M. Rigvart m'avait bien appris que ça se surinfectait exceptionnellement. D'abord, j'espère que tout le monde a été intéressé et contrairement à ce que tu penses, on ne dormait pas du tout. Venir un samedi pour t'écouter, c'est vraiment que ça nous intéressait absolument. Et je crois que le côté pratique est vraiment fondamental. Et ce que nous avons appris sur les microcristaux, sur la pathologie microcristalline, et je crois majeure. Et je voudrais simplement rappeler quelque chose que les gens du service connaissent, ont vécu très récemment, pour insister sur l'importance de connaître cette pathologie et de ne pas passer à côté, si je peux utiliser un mot très... Nous avons eu, il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai souvent plus la notion du temps... Monsieur Chirac? Non, pas du tout. Un patient, un homme... Oui, c'est vrai, mais c'est pas lui, non. Un patient qui est venu nous voir, envoyé après...
l'ablation de ce qui a été considéré comme tumeur, et je dis bien tumeur, des doigts, je pense que tout le monde va reconnaître, en tout cas ceux du service, qui a eu une tuméfaction d'un doigt. Il a été amputé par un de nos collègues chirurgiens. La tumeur est réapparue sur l'autre doigt. On lui a enlevé le deuxième doigt. Je vous assure que c'est authentique. Et ensuite, quand la tumeur est réapparue sur le troisième doigt, on s'est dit bah, écoutez, cette fois-ci, il faut peut-être le montrer à un rhumatologue. Et arrivé en rhumatologie, c'était une goutte. C'était des toffees. Et ça, c'est vraiment lamentable. Et je crois que vraiment, on n'a pas du tout... D'abord, c'est épouvantable de voir que dans notre pays, ça peut arriver. Je ne sais pas si ça arrive encore ailleurs, mais c'est simplement, c'est plus qu'un crime. J'ai pas de mots pour qualifier ça. C'est une faute. C'est plus qu'un crime, c'est une faute. Et vraiment, je voulais le rappeler parce que ça montre que la connaissance de la pathologie microcristalline est absolument majeure, que la goutte, qui pour les jeunes paraît tellement banale, ce n'est pas banal, c'est encore extrêmement important. Et nous avons des collègues du Vietnam, en particulier, tu te rappelles, qui nous avaient montré aussi des formes épouvantables de gouttes absolument sévères, historiques. Et en Afrique, absolument, ne croyez pas que la goutte n'existe pas en Afrique subsaharienne. Ils ont des gouttes terrifiantes, hein, et pas seulement dans les villes. Hein. Voilà. Ceci dit, si je peux me permettre, je pense que les meilleurs orthopédistes sont ceux qui collaborent avec les rhumatologues. Mais je pense aussi que les meilleurs rhumatologues sont ceux qui collaborent avec les orthopédistes. Et il est extrêmement important que nos deux disciplines collaborent. Et tu sais que les staffs médico-chirurgicaux, qui sont, moi, la base de ma pratique, hein, les réunions multidisciplinaires, c'est M. Dossez qui avait inventé ça. Oui, mais je me rappelle très bien. Nous avons essayé à plusieurs reprises. On ne désespère pas. Ça s'est toujours arrêté à cause des orthopédistes, mais on a toujours réessayé, donc je crois qu'il faut continuer. Voilà, absolument. En tout cas, avant de laisser les présidentes clôturer la séance, je voulais remercier encore d'abord vous d'être là aujourd'hui. On va passer à la pratique tout à l'heure, après une pause café. Et puis, je voudrais remercier ceux et celles qui se sont investis dans l'organisation de cette journée des contacts, de contacts avec la faculté, particulièrement le professeur Hanan Kane, qui a beaucoup travaillé dans ce sens-là et qui nous a beaucoup aidés. Le professeur Allali, j'en ai parlé tout à l'heure, elle s'occupe de l'agence, elle est allée voir si la pause café se passait bien, elle s'est occupée également de l'accueil de nos invités aujourd'hui et c'est un vrai plaisir de les recevoir. Et puis bien sûr le docteur Souad Aktao, qui fait partie de l'équipe de nos brillants échographistes avec le professeur Rachid Baheri. Et cet après-midi, on parlera d'ailleurs d'échographie. Elles sont des images superbes. Je dois dire que je suis très, très fière d'elles parce qu'elles font un travail absolument magnifique, splendide. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, avec beaucoup de correction et d'humilité, et je crois que c'est devenu suffisamment rare aujourd'hui pour qu'on en parle. Et bien sûr, le professeur Rachid Baheri qui sera avec nous cet après-midi, je pense. Oui, très bien. Et puis, alors, je parlerai des autres l'après-midi. Et merci aux présidentes. Samira Rostom, Bouchra Amin, agrégée du service. Et puis, je parlais tout à l'heure de ma famille, ce sont aussi mes filles. Hein, donc, voilà. Bah, écoutez, je crois que vraiment, je vais remercier toute la famille et puis tous ceux qui sont là. Je vois nos collègues, le docteur Hassani, je vois l'équipe également d'Ornitra, tous les collègues d'Ornitra, Zahra Zed, qui, mon Dieu, ça nous remonte à... Hein, c'est vraiment de très, très beaux souvenirs. Je ne vais pas vous citer tous, mais vraiment merci d'être là. Et je crois que vraiment l'esprit d'aujourd'hui est extrêmement cordial et détendu. Et je suis persuadée que ça continuera toute la journée comme ça. Merci infiniment Thomas pour cette très belle présentation. On a envie de réécouter. Peut-être qu'on passera à une autre prolongation de l'écoute des microcristaux. Et après la pause café, nous passerons au volet pratique avec le docteur Angkorn Ea. Je l'ai bien dit ? Voilà, avec lequel j'espère aussi que nous commencerons avec vous tous les deux une longue collaboration sur les microcristaux. Merci encore.